L'hiver de 1859 s'abattit sur Tours avec une férocité que les anciens n'avaient pas vue depuis des décennies. Le froid mordait la chair comme une lame rouillée, et la brume descendait chaque soir depuis la Loire, enveloppant la ville dans un linceul grisâtre qui semblait vouloir étouffer jusqu'aux rares lumières encore allumées dans les maisons bourgeoises du quartier Saint-Symphorien. C'était dans ce quartier, autrefois synonyme de prospérité et de respectabilité, que se dressait la demeure des Bellangères. Une bâtisse de pierre massive, construite au siècle précédent par un riche marchand de soie, dont la fortune s'était évaporée avec le temps comme l'eau sur une plaque brûlante. 3 étages, des fenêtres hautes aux volets toujours clos, une grille de fer forgé dont les pointes acérées semblaient moins destinées à empêcher les intrus d'entrer qu'à retenir quelque chose à l'intérieur. Les habitants du quartier avaient pris l'habitude de traverser la rue plutôt que de longer le mur de la propriété. Les enfants couraient en retenant leur souffle devant le portail, comme si l'air lui-même était vicié à proximité de la maison. Et quand le vent tournait d'une certaine manière, on jurait sentir cette odeur particulière, ce mélange de moisi, de renfermé et de quelque chose de plus dérangeant encore, quelque chose de métallique et d'organique qui rappelait le sang séché sur du linge oublié. Mathieu Garnier, le jeune apprenti notaire récemment arrivé de Paris pour rejoindre l'étude de maître Rousselin, ne connaissait rien de tout cela lorsqu'il se présenta devant le portail des Bellangers ce matin glacial de janvier. Il tenait à la main une enveloppe scellée à la cire rouge, portant le cachet de l'étude notariale, et ses instructions étaient claires. Remettre le document en main propre à M. Armand Bellanger, chef de famille, concernant une affaire de succession qui ne pouvait plus attendre. Mathieu avait 22 ans, des cheveux noirs soigneusement peignés sous son chapeau, et cette assurance propre à ceux qui n'ont pas encore été confrontés aux véritables ténèbres de l'existence humaine. Il avait étudié le droit à la Sorbonne, fréquenté les meilleurs salons parisiens et considérait sa nomination à Tours comme une simple étape avant de devenir un juriste reconnu dans la capitale. Il frappa 3 coups secs sur la grille de fer. Le son résonna dans le silence cotonneux de la rue déserte, porté par la brume comme un présage funeste. Rien. Il attendit, tapant du pied pour combattre le froid qui s'infiltrait à travers ses bottes de cuir. Le jardin devant la maison était à l'abandon. Les haies autrefois taillées avec soin, maintenant envahies par des ronces qui griffaient les murs. Des feuilles mortes s'étaient amoncelées contre les marches du perron, formant une couche brunâtre qui n'avait manifestement pas été dérangée depuis des semaines. Mathieu frappa de nouveau, plus fort cette fois. Il commençait à comprendre pourquoi maître Rousselin avait tant insisté pour qu'il accomplisse cette tâche personnellement. Pourquoi le vieux notaire avait évité son regard lorsqu'il lui avait tendu l'enveloppe avec ces mots « Les Bellangers ». Faites attention, mon garçon, cette famille, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Sur le point d'abandonner et de retourner à l'étude pour rendre compte de son échec, Mathieu entendit enfin un bruit. Un grincement métallique, suivi du claquement d'une serrure qu'on déverrouille, puis un autre, et un autre encore. Combien de verrous pouvait bien avoir cette porte? La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres à peine, révélant l'obscurité complète à l'intérieur. Une voix éraillée, celle d'un homme qui semblait avoir oublié comment parler, murmura depuis l'ombre « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » ? Mathieu Garnier, apprenti notaire de l'étude Rousselin, répondit le jeune homme en se redressant pour paraître plus assuré qu'il ne l'était réellement. J'ai un document urgent concernant la succession Lavoisier à remettre à monsieur Armand Bellanger. Un long silence suivit. Mathieu crut entendre une respiration sifflante, presque haletante, comme celle d'un animal traqué. « Glissez-le sous la porte », ordonna finalement la voix. « Je suis désolé, monsieur, mais mes instructions sont formelles. Je dois le remettre en main propre et obtenir une signature attestant de la réception. » Un nouveau silence, plus pesant encore. Puis, avec une lenteur qui fit frissonner Mathieu malgré lui, la porte s'ouvrit davantage. L'homme qui se tenait dans l'embrasure avait dû être imposant autrefois. Large d'épaules, grand, avec une stature qui commandait naturellement le respect. Mais l'homme que Mathieu avait devant lui
n'était plus que l'ombre de cette grandeur passée. Armand Bélanger, car il ne pouvait s'agir que de lui, était émacié au point que ses vêtements noirs pendaient sur son corps comme sur un épouvantail. Ses cheveux, gris et emmêlés, tombaient en mèches grasses sur son front. Mais c'étaient surtout ses yeux qui glaçaient le sang dans les veines de Mathieu, deux orbites profondes, cernées de noir, dans lesquelles brillaient des pupilles d'une intensité presque fébrile, comme celle d'un homme qui n'a pas dormi depuis des semaines, ou qui a vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. « Entrez rapidement !» siffla Armand, en jetant un regard nerveux vers la rue, comme s'il craignait que quelqu'un les observe. « Et fermez bien derrière vous !» Mathieu franchit le seuil avec hésitation. L'odeur le frappa immédiatement, plus forte et plus nauséabonde qu'il ne l'avait imaginé depuis l'extérieur. Ce n'était pas seulement de la moisissure ou du renfermé. C'était l'odeur d'une maison où l'air n'a pas circulé depuis trop longtemps, où l'humidité a tout pénétré, où quelque chose se décompose lentement dans les murs eux-mêmes. À peine eut-il fermé la porte, qu'Armand se précipita pour remettre en place les multiples verrous. Mathieu en compta 7. 7 serrures différentes, certaines toutes neuves, d'autres anciennes et rouillées, comme si elles avaient été ajoutées au fil des années dans un crescendo de paranoïa. Le hall d'entrée aurait dû être majestueux. Les moulures du plafond, bien que couvertes de toiles d'araignée, témoignaient d'une époque de splendeur. Un escalier de chêne massif montait vers les étages supérieurs, ses marches recouvertes d'un tapis autrefois rouge qui s'était décoloré en un brun sale. Mais tout était recouvert d'une fine couche de poussière, et les rares meubles visibles étaient drapés de draps blancs, jaunis par le temps. « Le document » exigea Armand, en tendant une main tremblante. Mathieu sortit l'enveloppe de sa sacoche et la présenta, accompagné d'un registre de signature. Armand arracha presque l'enveloppe de ses mains, la décacheta avec une nervosité maladive et parcourut son contenu. Ses lèvres bougeaient silencieusement tandis qu'il lisait, et Mathieu vit ses mains trembler de plus en plus fort. « Non !» murmura soudain Armand, si bas que Mathieu crut d'abord avoir mal entendu. « Non, 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 ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit. Monsieur Bélanger, si vous avez des questions concernant ce document, je suis certain que Maître Rousselin... »« Ils veulent nous prendre la maison !» explosa soudain Armand, ses yeux brillant d'une lueur presque démente. « C'est ça, n'est-ce pas? Ces vautours de Lavoisier, ils attendent depuis des années que nous soyons assez affaiblis pour nous arracher ce qui nous reste. Mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. » Sa voix était montée jusqu'à devenir un cri, résonnant dans le hall vide comme le hurlement d'un animal blessé. Mathieu recula instinctivement d'un pas, sa main cherchant inconsciemment la poignée de la porte derrière lui. « Monsieur, je vous assure que ce document concerne simplement une dette contractée par votre famille, il y a plusieurs années auprès de feu, monsieur Édouard Lavoisier. Ses héritiers demandent maintenant le remboursement conformément aux termes du contrat original. Si vous êtes en difficulté pour honorer cette dette, des arrangements peuvent certainement... » « Des arrangements ?» La voix d'Armand était redevenue un murmure, mais c'était le murmure glacial d'un homme au bord du gouffre. « Vous ne comprenez pas, petit clerc. Il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas de dette ou de contrat. Il s'agit de bien plus que cela. Cette maison, elle ne peut pas être vendue. Elle ne doit pas être vendue. Pas tant que tout n'est pas terminé. » « Terminé ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur. » Armand le fixa intensément, comme s'il jaugeait jusqu'où il pouvait aller, combien il pouvait révéler. Puis avec un geste brusque, il arracha une plume des mains de Mathieu et griffonna sa signature au bas du registre d'une écriture tremblée et presque illisible. « Là, vous avez votre signature. Maintenant, partez. Partez immédiatement et ne revenez jamais ici. Dites à votre maître que les Bélanger trouveront un moyen de régler cette dette, mais qu'il ne doit plus envoyer personne dans cette maison. Plus personne, vous m'entendez ?» Mathieu récupéra son registre, trop heureux de pouvoir enfin partir. Mais alors qu'Armand se dirigeait vers la porte pour déverrouiller les serrures, un bruit se fit entendre à l'étage. Un bruit sourd, comme quelque chose de lourd tombant sur le sol, ou quelqu'un.
Armand se figea instantanément, son visage devenant encore plus blême qu'il ne l'était déjà. « Ce n'était rien, dit-il rapidement, trop rapidement. La vieille maison qui craque, c'est tout. Les poutres, vous savez, avec le froid. » Mais le bruit se reproduisit, plus fort cette fois, et avec lui, quelque chose d'autre. Un son étouffé, presque imperceptible, mais que l'oreille de Mathieu capta néanmoins. Un son qui ressemblait terriblement à une voix humaine, une voix de femme. Pleurant, gémissant, « Il y a quelqu'un d'autre dans cette maison », dit Mathieu, les mots sortant de sa bouche avant qu'il puisse les retenir. « J'ai entendu. » « Vous n'avez rien entendu. » La voix d'Armand était redevenue un cri. Il se précipita vers la porte et commença à déverrouiller frénétiquement les serrures. « Partez maintenant! Partez avant que... Juste partez !» La dernière serrure céda et la porte s'ouvrit brusquement. Armand saisit Mathieu par le bras avec une force surprenante pour un homme dans son état et le poussa littéralement hors de la maison. Le jeune notaire manqua trébucher sur les marches du perron, mais parvint à se rattraper de justesse à la rampe de fer. « Et n'oubliez pas !» siffla Armand depuis l'embrasure de la porte, son visage à demi caché dans l'ombre. « Ne revenez jamais, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez. Cette maison, elle garde ses secrets, et certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. » La porte claqua avec une violence qui fit vibrer la grille du portail. Mathieu entendit les verrous se remettre en place, un par un, jusqu'au dernier. Puis le silence retomba, aussi épais et oppressant qu'un voile mortuaire. Le jeune homme resta planté là pendant plusieurs secondes, tremblant non seulement de froid, mais aussi de quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Il venait de franchir le seuil d'un monde qu'il ne comprenait pas, un monde où les règles normales de la société et de la raison ne semblaient plus s'appliquer. En remontant la rue vers le centre-ville, Mathieu se retourna une dernière fois vers la maison des Bélanger. À l'une des fenêtres du deuxième étage, il crut voir bouger un rideau, et derrière ce rideau, l'ombre d'une silhouette qui l'observait. Une silhouette mince, trop mince, qui disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Cette nuit-là, alors qu'il était assis à son bureau dans la petite chambre qu'il louait rue Nationale, Mathieu ne parvenait pas à chasser de son esprit les images de cette visite. Le visage émacié d'Armand Bélanger, les 7 verrous de la porte, l'odeur de décomposition qui imprégnait chaque recoin de la maison, et surtout ce bruit à l'étage, cette voix qu'il avait entendue. Il savait qu'il aurait dû laisser tomber, rendre son rapport à Maître Rousselin, toucher sa modeste paix, et ne plus jamais penser au Bélanger. C'était la chose raisonnable à faire. La chose sûre. Mais Mathieu Garnier, pour toute son éducation et toute sa formation juridique, n'avait jamais été particulièrement doué pour faire ce qui était raisonnable. Et quelque chose dans cette maison, quelque chose dans les yeux terrifiés d'Armand Bélanger, l'appelait. Lui disait qu'il y avait là un mystère qui devait être élucidé, une injustice qui devait être corrigée. Il ne savait pas encore que cette curiosité allait le mener vers des découvertes qui changeraient à jamais sa perception de la nature humaine, qu'avant la fin de cette histoire, il aurait souhaité 1000 fois n'avoir jamais franchi ce portail de fer forgé, qu'il y a des choses dans les vieilles maisons de Tours qui ne devraient jamais être déterrées. Mais il était trop tard. Les dés étaient jetés. Et la maison Bélanger, avec tous ses secrets horribles, attendait patiemment que quelqu'un ait le courage ou l'imprudence de découvrir ce qui se cachait vraiment derrière ces murs. Le lendemain matin, Mathieu commença ses recherches. Il se rendit d'abord aux archives municipales, un bâtiment gris et austère, près de la cathédrale Saint-Gatien. Le responsable des archives, un homme âgé aux lunettes épaisses du nom de Monsieur Bertrand, le reçut avec une curiosité mêlée de méfiance. « Les Bélanger ?» répéta-t-il en haussant un sourcil broussailleux. « Pourquoi un jeune notaire parisien s'intéresse-t-il à cette famille ?»« Simple curiosité professionnelle », mentit Mathieu en affichant son sourire le plus innocent. « Une affaire de succession qui nécessite quelques vérifications historiques. » Monsieur Bertrand le dévisagea longuement, comme s'il cherchait à percer ses véritables intentions. Puis avec un soupir résigné, il se leva et disparut dans les profondeurs poussiéreuses des archives.
Il revint 20 minutes plus tard, portant une pile de registres jaunis et de documents attachés par des rubans décolorés. « Voilà tout ce que nous avons sur les Bélanger, » dit-il en déposant le tout sur la table devant Mathieu. « Mais je dois vous prévenir, jeune homme, cette famille, elle a une histoire qui ne finit jamais bien pour ceux qui s'y intéressent de trop près. » Mathieu ignora l'avertissement et se plongea dans les documents. Ce qu'il découvrit au cours des heures suivantes peignit le portrait d'une famille déchue, rongée de l'intérieur par des tragédies successives qui semblaient presque trop nombreuses pour être de simples coïncidences. La famille Bélanger était arrivée à Tours au début du siècle, en 1803, peu après la fin de la Révolution. Armand Bélanger, le patriarche actuel, était alors un enfant de 5 ans. Son père, Augustin Bélanger, avait fait fortune dans le commerce de textiles, établissant des relations avec les manufactures de soie de Lyon et les marchés parisiens. La famille avait prospéré pendant plusieurs décennies, s'installant dans la grande maison de la rue Saint-Symphorien en 1815. Mais c'est à partir de 1825 que les choses avaient commencé à se dégrader. Le père d'Armand était mort subitement d'une attaque cérébrale à l'âge de 50 ans, laissant sa veuve, Héloïse, seule pour gérer les affaires familiales. Elle n'y était manifestement pas parvenue. Les registres commerciaux montraient une suite de dettes, de créanciers impayés, de contrats rompus. En 1835, la famille avait été contrainte de vendre la plupart de ses biens, ne conservant que la maison et quelques propriétés rurales aux alentours. Armand, devenu adulte, avait tenté de redresser la situation. Il avait épousé en 1840 une femme de bonne famille, Marguerite Fontaine, fille d'un médecin réputé de Tours. De cette union étaient nés 3 enfants, Édouard en 1841, Mathilde en 1843 et Léonie en 1846. Et c'est là que l'histoire devenait vraiment troublante. Mathieu trouva un rapport de police daté du 15 novembre 1857. Un rapport concernant la mort de Léonie Bélanger, âgée de 11 ans, retrouvée dans le grenier de la maison familiale. La cause du décès était notée comme chute accidentelle, mais le rapport contenait plusieurs notes marginales qui suggéraient que l'enquêteur initial n'avait pas été entièrement convaincu par cette conclusion. Blessures inconsistantes avec une simple chute, avait griffonné l'inspecteur. Contusion aux poignets et aux chevilles, suggérant des liens. Mais le père insiste sur l'accident. Pas de témoin. Affaire classée sur ordre du préfet. Mathieu sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Une enfant de 11 ans, retrouvée morte dans des circonstances suspectes, et l'enquête balayée sous le tapis. Pourquoi? Quelle influence la famille Bélanger pouvait-elle bien avoir pour obtenir qu'une telle affaire soit enterrée? Il continua à fouiller et tomba sur un autre document encore plus dérangeant. Un certificat médical signé par le docteur Fontaine lui-même, le grand-père maternel des enfants, daté de 3 mois avant la mort de Léonie. Le certificat mentionnait que la jeune fille souffrait de crises nerveuses violentes et recommandait son isolement temporaire pour son propre bien et celui de la famille. Isolement. Le mot résonna dans l'esprit de Mathieu comme le glas d'une cloche funèbre. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Il y avait autre chose. Un article de journal daté de février 1858, seulement 3 mois après la mort de Léonie. L'article, publié dans le Courrier de Tours, rapportait la disparition soudaine de Marguerite Bélanger. Elle avait quitté le domicile familial un matin de janvier et n'était jamais revenue. Selon le témoignage d'Armand, elle souffrait de mélancolie profonde depuis la mort de sa fille et avait mentionné son intention de se retirer dans un couvent. Mais l'article notait que personne n'avait pu confirmer son arrivée dans quelque établissement religieux que ce soit. Marguerite Bélanger s'était tout simplement volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Et maintenant, en 1859, la famille se réduisait à 3 personnes. Armand, son fils aîné Édouard, âgé de 18 ans, et sa fille Mathilde, qui en avait 16. 3 personnes vivant cloîtrées dans cette immense maison, refusant de voir quiconque, évitant même leurs propres parents. Que s'était-il vraiment passé dans cette famille? Quelle vérité horrible se cachait derrière ces décès et disparitions successives? Mathieu savait qu'il aurait dû s'arrêter là,
rendre les documents à Monsieur Bertrand et retourner à sa vie normale. Mais il ne pouvait pas. Plus maintenant, pas après avoir vu ce visage terrifié à la fenêtre, pas après avoir entendu cette voix gémissante à l'étage. Quelqu'un dans cette maison avait besoin d'aide, et personne d'autre ne semblait prêt à la lui apporter. Il remercia Monsieur Bertrand et sortit des archives alors que le crépuscule tombait sur Tours. La brume commençait déjà à s'élever de la Loire, envahissant les rues étroites du vieux quartier. Mathieu remonta son col pour se protéger du froid mordant et se dirigea vers la rue Saint-Symphorien. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine. Il allait découvrir la vérité sur la maison Bélanger. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Mathieu décida d'adopter une approche différente. S'il ne pouvait pas obtenir de réponse directement des Bélanger, il devait parler aux gens qui les avaient connus avant leur repli dans l'isolement. Les voisins, les anciens employés, les commerçants du quartier, quelqu'un devait savoir quelque chose. Sa première visite fut pour Madame Élise Fournier, une veuve qui tenait une petite mercerie rue Colbert, à 2 pâtés de maison de la propriété Bélanger. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon strict, mais dont les yeux vifs trahissaient une intelligence acérée et une langue bien pendue. « Ah, les Bélangères !» soupira-t-elle en triant des bobines de fil derrière son comptoir quand Mathieu mentionna le nom. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec cette famille maudite? Asseyez-vous, jeune homme. C'est une longue histoire, et pas une histoire heureuse. » Mathieu prit place sur le tabouret qu'elle lui désignait et sortit son carnet de notes, prétextant une fois de plus des recherches pour l'étude notariale. « J'ai connu les Bélanger pendant des années, » commença Madame Fournier. Avant tout ce désastre, Marguerite, la pauvre femme, était une de mes meilleures clientes. Elle venait ici chaque semaine acheter de la dentelle, du ruban, des fils de soie pour ses broderies. Une femme douce, cultivée, toujours un mot gentil pour tout le monde. Ses enfants étaient charmants aussi, Édouard si sérieux et studieux, Mathilde avec ses grands yeux bleus et sa voix d'ange, et la petite Léonie. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier nom. Léonie était différente des autres, plus intense, si vous voulez. Elle avait quelque chose dans le regard, cette enfant, comme si elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Marguerite s'inquiétait pour elle. Je l'ai entendu en parler avec le docteur Fontaine, son propre père, une fois où je leur ai apporté une commande à la maison. C'était en 1856, je crois. Léonie devait avoir 10 ans. « Qu'est-ce qu'elle disait ?» demanda Mathieu en prenant des notes rapides. « Que la petite faisait des cauchemars terribles, qu'elle se réveillait en hurlant presque chaque nuit, qu'elle refusait parfois de manger pendant des jours. Et surtout, Madame Fournier baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue, qu'elle disait des choses étranges, des choses qu'une enfant de son âge ne devrait pas savoir. Quel genre de choses? Des choses sur la mort, sur ce qui se passe après. Elle parlait de voir des gens qui n'étaient plus là, d'entendre des voix dans les murs. Le docteur Fontaine disait que c'était juste l'imagination d'une enfant précoce, qu'il fallait lui donner des calmants et ça passerait. Mais Marguerite, elle n'en était pas si sûre. Elle pensait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et Monsieur Bélanger, Armand, comment réagissait-il? Le visage de Madame Fournier se durcit. Ah, celui-là. Au début, il semblait être un bon père, strict, certes, mais pas cruel. Il venait d'une famille où l'on valorisait la discipline, l'ordre, le respect des traditions. Mais après la mort de son propre père et les ennuis financiers qui ont suivi, il a changé. Il est devenu obsédé par l'idée de préserver le nom des Bélangères, de cacher les difficultés de la famille aux yeux du monde. Il ne supportait pas l'idée que quiconque puisse penser que les Bélangères n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Vous pensez que cela avait un rapport avec la façon dont il traitait Léonie? Madame Fournier hésita, pesant soigneusement ses mots. Je pense qu'Armand Bélanger était le genre d'homme pour qui l'apparence comptait plus que tout. Et une fille qui faisait des crises, qui disait des choses bizarres, qui attirait l'attention des voisins et du quartier. C'était inacceptable pour lui. J'ai vu comment il la regardait, cet enfant, les rares fois où je les croisais ensemble. Ce n'était pas un regard d'amour paternel, c'était un regard de
honte, comme si elle était une tache sur l'honneur de la famille. Mathieu sentit une colère froide monter en lui. Il commençait à entrevoir le genre d'homme qu'était Armand Bélanger. Et la mort de Léonie, vous y croyez, vous, à cet accident? Madame Fournier secoua vigoureusement la tête. Pas une seconde. Cette enfant est morte dans le grenier, soi-disant en tombant d'une échelle. Mais 2 jours avant, je l'ai vue avec sa mère sur le marché. Léonie avait des bleus sur les bras, des marques qui ressemblaient à des doigts. Quand j'ai demandé à Marguerite ce qui s'était passé, elle a détourné les yeux et a murmuré quelque chose sur Léonie qui se faisait mal toute seule pendant ses crises. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle mentait, qu'elle avait peur. Peur de quoi? De son propre mari. Peur de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il avait peut-être déjà fait. Vous savez, après la mort de Léonie, Marguerite n'a plus jamais été la même. Elle ne sortait plus de la maison. Les rares fois où je l'ai aperçue à travers la fenêtre, elle avait l'air d'un fantôme, maigre, pâle, les cheveux défaits, comme si toute vie l'avait abandonnée. Et puis elle a disparu. Disparu, répéta Madame Fournier avec amertume. C'est le mot qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Disparu, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Mais je vais vous dire ce que je pense, moi. Je pense que Marguerite savait quelque chose sur la mort de sa fille. Et je pense qu'Armand ne pouvait pas prendre le risque qu'elle parle. Les implications de ces mots planèrent dans l'air entre eux, lourdes et terribles. « Vous pensez qu'il l'a tuée » demanda Mathieu à voix basse. « Je pense, » dit lentement Madame Fournier, « qu'il y a beaucoup de façons de faire disparaître quelqu'un, et je pense qu'Armand Bélanger connaissait toutes ces façons. » Mathieu quitta la mercerie avec encore plus de questions qu'il n'en avait en arrivant. Mais une chose était maintenant claire. La famille Bélanger cachait quelque chose de terrible, quelque chose qui avait coûté la vie à une enfant et possiblement à sa mère aussi. Sa prochaine visite le mena chez le docteur Fontaine, le grand-père des enfants Bélanger. Le médecin vivait dans une élégante maison près de la préfecture, une demeure qui témoignait du succès de sa carrière. Le domestique qui ouvrit la porte informa Mathieu que le docteur était malade et ne recevait plus de patients depuis plusieurs mois. Mais Mathieu insista, brandissant sa carte de l'étude notariale et prétendant qu'il s'agissait d'une affaire urgente concernant la succession de sa fille. Après une longue attente dans un salon richement meublé, le domestique revint et conduisit Mathieu à l'étage, dans une chambre où régnait une odeur de médicaments et de maladies. Le docteur Fontaine était alité. Son corps, autrefois robuste, maintenant émacié par ce qui semblait être une longue maladie. Ses cheveux blancs étaient collés sur son front par la sueur, et sa respiration était laborieuse. Mais ses yeux, d'un bleu délavé, étaient encore vifs et lucides. « Un notaire, dit-il d'une voix rauque. Vous venez pour l'héritage de Marguerite? Il n'y a rien. Elle n'avait rien quand elle est partie. Tout appartenait au Bélanger. Je ne viens pas vraiment pour l'héritage, docteur, admit Mathieu en s'approchant du lit. Je viens pour comprendre ce qui s'est passé avec votre famille, avec votre fille et vos petits-enfants. Le visage du vieux médecin se crispa, et pendant un instant, Mathieu crut voir des larmes briller dans ses yeux. Comprendre, répéta-t-il amèrement. Vous voulez comprendre. Comme si la compréhension pouvait changer quoi que ce soit. Comme si elle pouvait ramener ma fille ou ma petite-fille. Votre fille a disparu il y a plus d'1 an, docteur. N'avez-vous jamais cherché à savoir ce qui lui était arrivé? Chercher. J'ai cherché partout. La voix du docteur se brisa, oscillant entre colère et désespoir. J'ai contacté tous les couvents de Touraine. J'ai écrit à des confrères dans tout le pays. J'ai même engagé un détective privé. Personne ne l'a vue. Personne ne sait où elle est. C'est comme si elle avait été effacée de la surface de la terre. Vous pensez qu'Armand a quelque chose à voir avec sa disparition? Le docteur Fontaine ferma les yeux, et une expression de profonde douleur passa sur son visage. Je n'ai pas de preuves, rien que je puisse présenter aux autorités, mais je sais ce que je sais. Je sais que ma fille avait peur de son mari, je sais qu'elle voulait partir, emmener les enfants loin de cette maison maudite, et je sais que la dernière fois que je l'ai vue, 2 jours avant sa disparition, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. « Quoi ?» demanda Mathieu en se penchant plus près. « Elle m'a dit, « Papa,
Si quelque chose m'arrive, promets-moi de veiller sur Édouard et Mathilde. Promets-moi de ne jamais les laisser seuls avec lui. Il y a quelque chose de cassé en Armand, quelque chose qui empire chaque jour, et je crains qu'un jour, il ne fasse quelque chose d'irréparable. Et vous n'avez rien fait? J'ai essayé, cria presque le docteur, avant d'être pris d'une quinte de toux violente qui le laissa haletant. Quand il reprit la parole, sa voix était plus faible. J'ai essayé de lui parler, de la convaincre de venir vivre ici avec les enfants. Mais elle disait qu'Armand ne la laisserait jamais partir, qu'il considérait les enfants comme sa propriété, son héritage. Et puis Léonie est morte. Vous avez signé le certificat de décès. Vous avez confirmé qu'il s'agissait d'un accident. Le silence qui suivit fut si long que Mathieu crut que le docteur s'était endormi. Mais finalement, le vieil homme ouvrit les yeux et le fixa avec une intensité douloureuse. « J'ai menti, murmura-t-il. J'ai menti sur le certificat de décès. Les blessures de Léonie, elles n'étaient pas compatibles avec une simple chute. Il y avait des marques de ligature aux poignets et aux chevilles. Des contusions qui suggéraient qu'elle avait été retenue contre sa volonté pendant un certain temps. Et son cou, mon Dieu, son pauvre petit cou. » Sa voix se brisa complètement, et il détourna le visage, incapable de continuer. « Pourquoi avoir menti ?» demanda doucement Mathieu, même s'il commençait à deviner la réponse. « Parce qu'Armand m'a menacé. Il m'a dit que si je révélais quoi que ce soit, si je faisais éclater un scandale, il détruirait ma réputation. Il avait des lettres, voyez-vous. Des lettres que j'avais écrites il y a des années, dans ma jeunesse, à propos de certains traitements expérimentaux que j'avais pratiqués. Des traitements qui auraient pu ruiner ma carrière s'ils étaient rendus publics. Il m'a dit qu'il détruirait non seulement ma réputation, mais aussi celle de Marguerite et des autres enfants, que toute la famille serait plongée dans le déshonneur. Il y eut un autre long silence, puis le docteur continua d'une voix brisée. J'étais faible, j'avais peur. Je me suis dit que rien ne ramènerait Léonie, que ruiner plusieurs vies ne servirait à rien. Alors j'ai signé le certificat en disant ce qu'il voulait que je dise. Accident, simple accident. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage ravagé du vieil homme. Et regardez où ma lâcheté nous a menés. Ma fille a disparu. Mes petits-enfants sont prisonniers dans cette maison avec un monstre. Et moi je meurs lentement ici, rongé par la culpabilité et la maladie. C'est ma punition, vous comprenez, pour avoir laissé le mal prospérer par peur et par vanité. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Il comprenait maintenant l'ampleur de la tragédie qui s'était abattue sur cette famille. Pas seulement la mort d'une enfant, mais toute une série de compromis moraux, de silences complices, de peurs qui avaient permis au mal de s'épanouir. Il faut faire quelque chose, docteur. Édouard et Mathilde sont toujours là-bas. S'ils sont en danger, bien sûr qu'ils sont en danger. Le docteur essaya de se redresser dans son lit, mais ses forces le trahirent. Mais que puis-je faire? Je suis mourant. Je n'ai aucune preuve. Et même si j'en avais, Armand a des relations, de l'influence. Il sait comment manipuler les gens, comment les faire taire. C'est comme ça qu'il a fait classer l'enquête sur la mort de Léonie. C'est comme ça qu'il a fait en sorte que personne ne recherche vraiment Marguerite. Mais je peux faire quelque chose, moi, dit Mathieu avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Je peux enquêter, je peux trouver des preuves, et je peux m'assurer que justice soit faite, même si c'est la dernière chose que je fais. Le docteur Fontaine le regarda avec un mélange de gratitude et de pitié. Vous êtes jeune, idéaliste. Vous croyez encore que la vérité et la justice triomphent toujours. Je priais autrefois moi aussi. Mais attention, jeune homme. Armand Bélanger est dangereux, désespéré, et un homme désespéré est capable de tout. Si vous vous mettez en travers de son chemin, il n'hésitera pas à vous détruire comme il a détruit tous ceux qui ont menacé ses secrets. Je prendrai mes précautions, assura Mathieu. Mais au fond de lui, il savait que c'était une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir, parce que la vérité qu'il cherchait était ensevelie profondément, protégée par des années de mensonges et de silence. Et pour la déterrer, il devrait peut-être descendre dans des abîmes dont il ne ressortirait pas indemne.
En quittant la maison du docteur Fontaine, alors que le soir tombait sur Tours et que la brume s'épaississait dans les rues, Mathieu prit une décision. Il devait parler à Édouard et Mathilde. D'une manière ou d'une autre, il devait entrer en contact avec eux, découvrir s'ils étaient vraiment en danger, s'ils avaient besoin d'aide. Mais comment approcher la maison Bélanger sans alerter Armand? Comment parvenir jusqu'aux enfants? La réponse lui vint alors qu'il passait devant l'église Saint-Julien. L'église. Presque toutes les familles, même les plus recluses, assistaient encore occasionnellement aux offices religieux. C'était une question de respectabilité, de maintien des apparences. Si les Bélanger venaient à l'église, ce serait sa chance. Il se rendit immédiatement au presbytère et demanda à voir le père Augustin, le curé de la paroisse. Le prêtre était un homme dans la cinquantaine, au visage rond et bienveillant, mais Mathieu remarqua que son expression se fermait légèrement quand il mentionna le nom des Bélanger. « Ah oui, les Bélanger !» dit le père Augustin, en jouant nerveusement avec le crucifix suspendu à son cou. Une famille troublée. Monsieur Bélanger vient encore occasionnellement à la messe du dimanche, toujours seul. Je ne vois jamais les enfants. Jamais? Même pas pour Noël ou Pâques? Non, c'est inhabituel, je l'admets. J'ai essayé plusieurs fois de rendre visite à la famille, d'offrir un soutien spirituel après la perte de la jeune Léonie. Mais Monsieur Bélanger a toujours refusé de me laisser entrer. Il dit que sa foi est une affaire privée et qu'il n'a pas besoin de l'intervention de l'Église. Père Augustin, je dois vous dire quelque chose en confidence. Je crains que les enfants Bélanger ne soient en danger. Je pense que ce qui est arrivé à Léonie n'était pas un accident, et que Marguerite Bélanger n'a peut-être pas disparu volontairement. Le prêtre pâlit visiblement. Ce sont de graves accusations, mon fils. Je sais, et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Si je pouvais parler aux enfants, ne serait-ce qu'un instant, je pourrais déterminer s'ils vont bien, s'ils ont besoin d'aide. Le père Augustin resta silencieux pendant un long moment, manifestement en proie à un dilemme moral. Finalement, il soupira profondément. Monsieur Bélanger vient généralement à la messe de 6 heures du matin le dimanche. Très peu de fidèles assistent à cet office si tôt. Il se place toujours au dernier rang, part dès que la messe est terminée sans parler à personne. Mais il hésita. Il y a 3 mois, en septembre, il est tombé malade pendant l'office. Une sorte de malaise. Je l'ai accompagné dans la sacristie pour qu'il se repose, et pendant ce temps, j'ai vu ses enfants dans le fond de l'église. Ils étaient venus avec lui, mais attendaient dehors, je suppose. La jeune fille, Mathilde, est entrée pour voir si son père allait bien. Et elle avait peur, terriblement peur. Quand je lui ai demandé si tout allait bien chez elle, elle a jeté un regard terrifié vers la sacristie où se trouvait son père et a secoué la tête. Puis, avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Armand est sorti et l'a pratiquement traîné dehors. Je ne les ai plus revus ensemble depuis. Mais il viendra dimanche? Probablement. Il est venu chaque dimanche depuis des mois sans faute. Comme si c'était un rituel obligatoire, quelque chose qu'il fait pour maintenir les apparences. Alors je serai là, déclara Mathieu, et cette fois, je trouverai un moyen de parler aux enfants. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le dimanche suivant marquerait le début d'une série d'événements qui allaient révéler des horreurs bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Des horreurs qui avaient été soigneusement cachées dans les profondeurs de la maison Bélanger, attendant patiemment d'être découvertes. Car certaines vérités, une fois mises à jour, ne peuvent plus jamais être oubliées. Et certaines maisons gardent des secrets si terribles que même les murs eux-mêmes semblent en porter la marque, imprégnés d'une malveillance qui transcende le simple matériau de pierre et de mortier. La maison Bélanger était l'une de ces maisons. Et Mathieu Garnier était sur le point de découvrir pourquoi. Le dimanche arriva avec un froid encore plus mordant que les jours précédents. Mathieu se leva avant l'aube, s'habilla chaudement et se rendit à l'église Saint-Julien, alors que la ville dormait encore sous son manteau de brume glaciale. Les rues étaient désertes, silencieuses, et ses pas résonnaient sur les pavés comme les battements d'un cœur dans la poitrine d'un mourant. Il arriva à l'église une demi-heure avant le début de l'office, se glissant dans l'ombre du porche pour attendre.
L'air était si froid qu'il pouvait voir son souffle former de petits nuages blancs devant son visage. Ses doigts commençaient à s'engourdir malgré ses gants, mais il resta là, immobile, guettant. À 5h45, il les vit arriver. Armand Bélangère marchait d'un pas raide, son grand manteau noir flottant autour de lui comme les ailes d'un corbeau. Mais ce n'était pas lui qui retint l'attention de Mathieu. C'étaient les deux silhouettes qui le suivaient à quelques pas derrière, courbées contre le vent glacial. Édouard et Mathilde. Mathieu eut un choc en les voyant. Ils étaient si maigres, si pâles, qu'ils ressemblaient davantage à des spectres qu'à des jeunes gens de chair et de sang. Édouard, qui aurait dû avoir la carrure robuste d'un jeune homme de 18 ans, était voûté, émacié, ses vêtements pendant sur son corps, comme sur un épouvantail. Mathilde, 16 ans, avait le visage d'une femme bien plus âgée, marqué par une souffrance qui aurait dû être étrangère à quelqu'un de son âge. Mais c'étaient surtout leurs yeux qui glaçaient le sang. Des yeux vides, sans vie, comme ceux de personnes qui ont renoncé à tout espoir. Ils ne regardaient ni à droite ni à gauche, fixant simplement le sol devant eux, marchant comme des automates. Armand s'arrêta devant le porche de l'église et se tourna vers ses enfants. « Attendez ici » ordonna-t-il d'une voix dure. « Ne bougez pas, ne parlez à personne. Je reviendrai vous chercher quand la messe sera terminée. » Ils hochèrent la tête silencieusement, sans même lever les yeux vers leur père. Armand les dévisagea encore un instant, comme pour s'assurer de leur obéissance, puis entra dans l'église. Mathieu attendit quelques minutes, le temps qu'Armand soit bien installé à l'intérieur, puis s'approcha doucement des deux jeunes gens. Ils sursautèrent violemment quand il apparut devant eux, et Mathieu vit Édouard reculer instinctivement, levant un bras comme pour se protéger d'un coup. « N'ayez pas peur » murmura rapidement Mathieu. « Je m'appelle Mathieu Garnier. Je suis notaire. Je veux vous aider. » Édouard et Mathilde échangèrent un regard rapide, empli d'une communication silencieuse, née d'années de souffrances partagées. Ce fut finalement Mathilde qui parla, sa voix n'étant qu'un murmure à peine audible. « Vous ne pouvez pas nous aider. Personne ne peut. »« Si, je le peux. Mais vous devez me dire ce qui se passe dans cette maison, ce qui vous arrive. » « Si notre père nous voit vous parler, » commença Édouard, mais sa voix se brisa. « Il ne vous verra pas. La messe dure au moins 1 heure. Nous avons le temps. S'il vous plaît, vous devez me faire confiance. » Mathilde regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle s'attendait à voir surgir Armand à chaque instant. Puis, avec une rapidité désespérée, elle attrapa la main de Mathieu. Ses doigts étaient glacés, squelettiques, tremblants comme ceux d'une personne en proie à une fièvre violente. « Vous voulez savoir ce qui se passe dans notre maison ?» murmura-t-elle. Et pour la première fois, Mathieu vit une lueur de quelque chose, peut-être de la colère ou du désespoir, briller dans ses yeux ternes. « Vous voulez vraiment savoir ?»« Oui, tout. » Édouard posa une main sur l'épaule de sa sœur, comme pour l'avertir, mais elle secoua la tête. « Non, Édouard, plus de silence, plus de secret. Je ne peux plus vivre comme ça. Je préférerais mourir. » Elle se tourna de nouveau vers Mathieu, et ce qu'il vit dans son visage lui brisa le cœur. C'était l'expression de quelqu'un qui a été brisé de l'intérieur, quelqu'un qui a vu et enduré des choses qu'aucun être humain ne devrait connaître. « Notre père, » commença-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée, « n'est pas un homme. C'est un monstre qui porte un masque d'humanité quand il sort dans le monde, mais qui retire ce masque dès qu'il franchit le seuil de notre maison. Qu'est-ce qu'il vous fait ?» Les larmes commencèrent à couler sur les joues creuses de Mathilde. Tout a commencé après la mort de grand-père Augustin, le père de notre père. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cassé en lui. Il est devenu obsédé par l'idée de la discipline, de l'ordre, du contrôle absolu. Il disait que c'était la seule façon de maintenir la dignité de la famille, de cacher nos problèmes financiers au monde extérieur. « La punition » murmura Édouard, le mot semblant lui arracher la gorge. Il disait que nous avions besoin de punition, pour notre propre bien, pour nous rendre plus forts, plus disciplinés. Mathieu sentit une nausée monter en lui, alors qu'il commençait à comprendre.
Au début, c'était juste des gifles, des coups de ceinture quand nous n'obéissions pas assez vite. Maman essayait de nous protéger, mais il la frappait aussi. Puis ça a empiré. Il a commencé à nous enfermer, des heures, parfois des jours, dans le grenier, dans la cave, sans lumière, sans nourriture, juste pour nous apprendre, disait-il. Et Léonie, demanda doucement Mathieu. Les deux jeunes gens tressaillirent comme s'il les avait frappés. Léonie était différente, dit Mathilde, sa voix se brisant. Elle était plus forte que nous. Elle refusait de se soumettre. Elle hurlait, elle se battait. Elle lui disait qu'elle le dénoncerait, qu'elle raconterait tout au docteur Fontaine, à tout le monde. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Alors il l'a enfermé dans le grenier, continua Édouard, les mots sortant de lui comme du pus d'une plaie infectée. Mais cette fois, ce n'était pas pour des heures ou des jours. C'était pour des semaines. Il la montait là-haut avec de l'eau et un peu de pain. Il l'attachait pour qu'elle ne puisse pas se faire du mal, disait-il, pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Mathieu sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'appuya contre le mur de l'église pour ne pas tomber. Combien de temps? 6 semaines, murmura Mathilde, et sa voix n'était plus qu'un sanglot étouffé. 6 semaines où nous l'entendions crier, pleurer, supplier. Maman est devenue folle de chagrin. Elle suppliait notre père de la laisser partir, mais il refusait. Il disait que Léonie devait apprendre, qu'elle devait être brisée et remodelée. Et puis, un jour, les cris se sont arrêtés, dit Édouard. Un silence terrible est tombé sur la maison. Quand notre père est monté au grenier le lendemain, il a trouvé Léonie. Elle s'était pendue avec les cordes dont il l'avait attachée. Elle avait réussi à se libérer et à se tuer plutôt que de continuer à vivre comme ça. Mathieu ferma les yeux, submergé par l'horreur de ce qu'il entendait. Une enfant de 11 ans, torturée pendant des semaines par son propre père, qui avait préféré la mort à la continuation de son calvaire. Le docteur Fontaine, murmura-t-il, il savait, il a dû voir. Notre père l'a menacé, dit Mathilde. Nous l'avons entendu. Il a dit qu'il révélerait des secrets sur le docteur, qu'il détruirait toute la famille si le docteur ne signait pas le certificat disant que c'était un accident. Et le docteur, il a eu peur. Il a accepté. Et votre mère? Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait entendu tomber une épingle. Maman n'a pas disparu, finit par dire Édouard, sa voix à peine audible. Elle n'est jamais partie. Mathieu les regarda, ne comprenant pas immédiatement le sens de ces mots. Puis la réalisation le frappa comme un coup de massue. « Elle est dans la maison », murmura-t-il. « Elle est toujours dans la maison. » Mathilde hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Elle est en vie ?» demanda Mathieu, bien qu'il craignait déjà la réponse. « Nous ne savons pas », sanglota Mathilde. « Après la mort de Léonie, maman est devenue absente. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Elle restait assise dans sa chambre, regardant dans le vide. Notre père disait qu'elle était devenue folle de chagrin, qu'elle était dangereuse pour elle-même et pour nous. Un soir, il y a 1 an, continua Édouard, nous avons entendu des bruits terribles, des cris, des coups. Quand nous sommes descendus, notre père sortait de la chambre de maman, le visage rouge, hors de souffle. Il nous a dit qu'elle avait eu une crise, qu'il avait dû la contenir, que pour son propre bien, il devait l'enfermer. Où? La voix de Mathieu n'était plus qu'un murmure étranglé. Dans la cave, il y a une vieille pièce tout au fond, une ancienne salle de stockage. Il l'a emmurée là-dedans. Nous l'avons entendu toute la nuit, travaillant avec des briques et du mortier. Le lendemain matin, il nous a dit que maman était partie au couvent, qu'elle ne reviendrait jamais. Mais nous savions qu'elle était toujours là, de l'autre côté de ce mur. Vous l'avez entendu, depuis? Édouard et Mathilde échangèrent un autre de ces regards chargés de signification. Au début, oui, des gémissements, des coups contre le mur. Mais ça a duré seulement quelques jours. Après, plus rien. Juste le silence. Un silence horrible. Mathieu sentit la bile monter dans sa gorge. Une femme, emmurée vivante dans sa propre cave, laissée là pour mourir lentement dans l'obscurité et la solitude.
C'était au-delà de toute monstruosité imaginable. « Pourquoi ne pas être allés à la police ?» demanda-t-il, même s'il devinait déjà la réponse. « Comment le pourrions-nous » dit amèrement Édouard. « Nous ne sortons jamais de la maison sauf pour venir ici, et notre père nous surveille constamment. Et même si nous pouvions parler à quelqu'un qui nous croirait, nous sommes les enfants d'un homme respectable, d'une famille autrefois prestigieuse. Il nous ferait passer pour fous comme il a fait passer maman pour folle. Et puis, il nous ferait subir le même sort. Il vous a menacé ? Il n'a pas besoin de menacer, murmura Mathilde. Nous savons ce dont il est capable. Nous l'avons vu. Et nous savons que si nous essayons de nous enfuir, si nous essayons de parler, il nous retrouvera. Et alors, sa voix se brisa complètement. Il y a autre chose, dit soudain Édouard, sa voix tremblant. Quelque chose de pire encore. Mathieu ne voyait pas comment les choses pouvaient être pires, mais il écouta. Les caisses dans la cave, celles avec les chaînes et les symboles religieux. Vous savez ce qu'il y a dedans ? Mathieu secoua la tête bien qu'une terreur glaciale commençait à s'installer au creux de son estomac. Des corps, murmura Édouard. Des corps de membres de notre famille, des ancêtres morts depuis longtemps. Notre père, il est obsédé par l'idée de préserver le lignage des Bélanger. Il a déterré les corps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de tous ceux qui sont enterrés dans le caveau familial. Il les a ramenés dans la cave, dans ses caisses. Il dit qu'ils doivent rester avec la famille, que la lignée doit être gardée ensemble. Le monde sembla vaciller autour de Mathieu. Ce qu'il entendait dépassait même les pires scénarios qu'il avait imaginés. Armand Bélanger n'était pas simplement un homme cruel. C'était un fou, un monstre qui avait transformé sa propre maison en une sorte de mausolée macabre, emprisonnant à la fois les vivants et les morts dans sa folie obsessionnelle. Et Léonie, ajouta Mathilde, sa voix à peine un souffle, elle est là aussi, dans une des caisses. Il a refusé de l'enterrer au cimetière. Il a dit qu'elle appartenait à la famille, qu'elle devait rester avec nous. Il l'a mise dans la cave avec les autres. Et parfois, la nuit, nous l'entendons descendre là-bas. Nous l'entendons parler aux morts comme s'ils pouvaient lui répondre. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mathieu ne savait plus quoi dire. Il était paralysé par l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. Une maison qui était devenue une prison, un tombeau, un asile pour la folie d'un seul homme. Et au cœur de tout cela, deux jeunes gens piégés, incapables de s'échapper, condamnés à vivre dans cette obscurité perpétuelle. « Vous devez partir », dit soudain Mathilde avec urgence, jetant un regard paniqué vers l'église. « La messe va bientôt se terminer. S'il vous trouve en train de nous parler, je vais chercher de l'aide, promit Mathieu. La police, les autorités. Je vais vous sortir de là. »« Non !» L'exclamation d'Édouard était presque un cri. « S'il comprend que nous vous avons parlé, il nous tuera. Il nous enfermera dans la cave avec maman et Léonie. Vous ne comprenez pas. Il est au-delà de toute raison maintenant. Il pense qu'il protège la famille, qu'il préserve notre honneur. Mais en réalité, il nous détruit tous. Alors que dois-je faire? Je ne peux pas vous laisser comme ça. » Mathilde fouilla rapidement dans la poche de sa robe et en sortit quelque chose qu'elle pressa dans la main de Mathieu. Une clé. « C'est une copie de la clé de la cave, » murmura-t-elle. « J'ai réussi à la faire il y a des mois, en cachette, en espérant que peut-être, un jour, si vous voulez vraiment nous aider, si vous voulez savoir toute la vérité, vous devez entrer dans cette maison, vous devez voir de vos propres yeux. Alors, peut-être que vous comprendrez, peut-être que vous croirez vraiment ce que nous vous avons dit. Quand? Ce soir, tard, après minuit. Notre père dort profondément à cette heure-là. Il prend des médicaments pour dormir, des calmants qu'il s'est prescrits lui-même. La porte de derrière, celle qui donne sur le jardin, on peut l'ouvrir de l'intérieur. Nous la déverrouillerons pour vous. C'est trop dangereux, protesta Mathieu. S'il vous découvre, nous sommes déjà morts, dit simplement Édouard. Nous sommes morts le jour où Léonie a été enfermée dans ce grenier. Ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas une vie, c'est juste une lente agonie. Alors, si vous voulez vraiment nous aider, faites ce que Mathilde vous dit. Entrez dans cette maison, voyez ce qu'elle cache.
et ensuite, faites ce que votre conscience vous dictera. » Le son de l'orgue marquant la fin de la messe leur parvint depuis l'intérieur de l'église. Les 3 jeunes gens se raidirent instantanément. « Partez !» siffla Mathilde. « Vite !» Mathieu s'éloigna rapidement, se cachant dans l'ombre d'un bâtiment voisin juste à temps pour voir Armand Bélanger sortir de l'église et rejoindre ses enfants. Il ne les salua pas, ne leur demanda pas comment ils allaient. Il se contenta de les inspecter du regard, comme on inspecterait du bétail, puis se mit en marche vers la maison, s'attendant à ce qu'ils le suivent. Ce qu'ils firent, tête baissée, dos courbé, comme 2 ombres suivant leur maître dans les ténèbres. Mathieu les regarda s'éloigner, serrant la clé dans sa main si fort que le métal s'enfonçait dans sa paume. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait que c'était de la folie, que c'était dangereux, qu'il risquait sa vie. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il ne faisait rien. Pas maintenant, pas après avoir entendu ce qu'il venait d'entendre. Ce soir, il entrerait dans la maison Bélangère, et il découvrirait toute la vérité, aussi horrible soit-elle. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la vérité qu'il allait découvrir serait bien plus terrifiante que tout ce qu'Édouard et Mathilde lui avaient révélé. Parce que la maison Bélanger gardait encore un secret, le plus sombre de tous, un secret qui changerait tout. La journée passa avec une lenteur insupportable. Mathieu retourna à sa chambre, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce qu'il s'apprêtait à faire. Il essaya de manger, mais la nourriture avait le goût de cendre dans sa bouche. Il essaya de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux sans former de sens. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était le visage émacié de Mathilde. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était la voix brisée d'Édouard, racontant les horreurs qu'ils avaient endurées. Alors que la nuit tombait sur Tours, Mathieu fit ses préparatifs. Il enfila ses vêtements les plus sombres, glissa dans sa poche une petite lanterne à huile, un couteau de poche pour sa protection et la clé que Mathilde lui avait donnée. Il écrivit également une lettre détaillée pour Maître Rousselin, expliquant tout ce qu'il avait découvert et où il allait, au cas où il ne reviendrait pas. Il scella la lettre et la laissa bien en vue sur son bureau. À 11 heures, il quitta sa chambre et se dirigea vers la rue Saint-Symphorien. Les rues étaient désertes à cette heure, la brume encore plus épaisse que d'habitude, transformant le monde en un cauchemar grisâtre où les bâtiments apparaissaient et disparaissaient comme des navires fantômes dans un océan de vapeur. Il atteignit la maison Bélanger peu après minuit. La bâtisse se dressait dans l'obscurité comme un énorme sarcophage de pierre, toutes ses fenêtres obscures, pas une lumière visible. Mathieu contourna le bâtiment jusqu'au jardin arrière, progressant lentement pour éviter de faire du bruit. La porte de derrière était là, à peine visible dans l'obscurité. Mathieu posa sa main sur la poignée et la tourna doucement. Comme promis, elle était déverrouillée. La porte s'ouvrit sans un son, et Mathieu se retrouva dans ce qui semblait être une cuisine. Il alluma sa lanterne, gardant la flamme basse. La faible lumière révéla une pièce dans un état de délabrement avancé. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier, couverte d'une couche de moisissure verdâtre. Des restes de nourriture pourrissaient sur la table. L'odeur était insupportable. Mathieu traversa la cuisine et pénétra dans un couloir. Ses pas résonnaient doucement sur les planches de bois, chaque craquement le faisant sursauter. Il s'arrêta fréquemment pour écouter, craignant d'entendre des pas à l'étage. Le cygne qu'Armand s'était réveillé, mais seul le silence lui répondait. Un silence pesant, oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Il se souvenait des indications que Mathilde lui avait données. La porte de la cave se trouvait au bout du couloir principal, juste sous l'escalier. Mathieu la trouva facilement, une lourde porte de chêne avec une serrure imposante. Il sortit la clé et l'inséra dans la serrure. Elle tourna avec un cliquetis métallique qui lui parut assourdissant dans le silence. La porte s'ouvrit, révélant un escalier de pierre descendant dans l'obscurité totale. Mathieu leva sa lanterne et commença à descendre. Les marches étaient humides et glissantes, les murs suintant d'humidité. L'odeur qui montait de la cave était indescriptible, un mélange de moisis, de terre humide et de quelque chose de bien pire.
quelque chose d'organique et de putride qui fit se retourner l'estomac de Mathieu. Au bas de l'escalier, il se retrouva dans une grande pièce voûtée, le plafond si bas qu'il devait légèrement baisser la tête. La lumière de sa lanterne ne portait pas très loin, mais il pouvait distinguer des formes dans l'obscurité. Des caisses de bois empilées contre les murs, des caisses de différentes tailles, certaines anciennes et délabrées, d'autres plus récentes. Et toutes étaient scellées avec des chaînes et des cadenas exactement comme Mathilde l'avait décrit. Mathieu s'approcha de la première caisse. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. La caisse était vieille, le bois noirci par le temps et l'humidité. Des symboles religieux avaient été grossièrement gravés sur le couvercle, des croix et des inscriptions en latin qu'il ne comprenait pas. Il se força à examiner les autres caisses. Il y en avait au moins une douzaine, peut-être plus, dispersées dans toute la cave. Certaines étaient si anciennes qu'elles semblaient sur le point de s'effondrer. D'autres étaient plus neuves. Et puis il la vit, une petite caisse, pas plus grande qu'un coffre d'enfant, placée à part des autres dans un coin de la cave. Sur le couvercle, gravé avec soin dans le bois, un seul nom, Léonie. Mathieu sentit les larmes monter à ses yeux. Une enfant. Une pauvre enfant innocente, qui aurait dû être enterrée dignement dans un cimetière, avec des prières et des fleurs, pas enfermée dans une caisse, dans la cave de sa propre maison comme un objet honteux qu'on cache. Il s'apprêtait à s'approcher de la caisse quand il entendit un son qui glaça son sang, un gémissement, faible, presque inaudible, mais indéniablement humain. Mathieu se figea, levant sa lanterne pour essayer de localiser la source du bruit. Le gémissement se reproduisit, et cette fois, il put en déterminer la provenance. Ça venait du fond de la cave, d'une partie qu'il n'avait pas encore explorée. Il avança lentement, contournant les caisses, et c'est alors qu'il le vit. Un mur. Mais pas un vieux mur de pierre comme ceux qui formaient la structure de la cave. C'était un mur récent, construit avec des briques neuves et du mortier encore relativement frais. Le mur dont Édouard et Mathilde avaient parlé. Le mur derrière lequel Armand avait emmuré sa femme. Le gémissement se reproduisit, plus fort cette fois, et Mathieu réalisa avec horreur qu'il venait de derrière ce mur. Quelqu'un était encore vivant là-dedans. Marguerite Bélanger, après plus d'un an emmurée dans l'obscurité totale, était encore en vie. « Madame Bélanger » appela-t-il doucement, s'approchant du mur. « Madame Bélanger, vous m'entendez » Le gémissement s'arrêta brusquement. Puis, après un long silence, une voix se fit entendre. Une voix si faible, si déformée, qu'elle semblait à peine humaine. « Qui est là ? Mon nom est Mathieu Garnier. Je suis venu vous aider. Vos enfants m'ont dit où vous trouver. » Un bruit étrange lui parvint alors de derrière le mur. Cela ressemblait à un rire, mais un rire brisé, le rire de quelqu'un qui a perdu l'esprit. « M'aider ? Personne ne peut m'aider. Je suis morte depuis si longtemps. Vous parlez à un fantôme, jeune homme. Non, vous êtes vivante, et je vais vous sortir de là. Je vais trouver un moyen de démonter ce mur et puis... Ne le faites pas. » La voix était soudain devenue un cri rauque, désespéré. « N'essayez pas. S'il vous entend, s'il sait que quelqu'un est venu, il tuera les enfants. Il me l'a promis. Si quelqu'un essayait de me libérer, il tuerait Édouard et Mathilde. S'il vous plaît, partez. Laissez-moi ici. C'est mieux comme ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous laisser mourir ici. Je suis déjà morte, répéta la voix. Mon corps respire encore, mais mon esprit est parti. Il m'a prise pièce par pièce. D'abord Léonie, puis ma santé, puis ma raison. Et maintenant, il ne reste plus rien. Juste cette coquille qui refuse obstinément de cesser de respirer. Mathieu posa sa main sur le mur de briques, essayant désespérément de trouver les bons mots. Vos enfants ont besoin de vous. Ils sont encore prisonniers dans cette maison. Mes enfants. La voix de Marguerite se brisa. Mes pauvres bébés. Ils auraient dû partir depuis longtemps. Ils auraient dû me laisser et fuir. Mais ils sont restés dans cette maison maudite parce qu'ils ne savaient pas comment partir, parce qu'il les a brisés comme il m'a brisé. Je peux les aider, je peux vous aider tous, mais vous devez me dire tout ce qui s'est passé. Pourquoi Armand a-t-il fait ça? Pourquoi est-il devenu ce qu'il est devenu? Il y eut un long silence.
Puis Marguerite commença à parler, et ce qu'elle révéla fit s'écrouler toutes les hypothèses que Mathieu avait échafaudées. « Ce n'est pas Armand », murmura-t-elle. « Ou plutôt, ce n'est pas seulement Armand, c'est la maladie. La maladie qui court dans sa famille depuis des générations. Son père en souffrait, son grand-père avant lui. Une folie qui s'installe lentement, qui ronge l'esprit peu à peu, transformant les hommes en monstres. Une maladie mentale héréditaire? Oui. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai découvert trop tard. Quelque chose que personne n'était censé savoir. Quoi? Les Bélangère. Ils n'ont pas toujours été des marchands respectables. Avant la Révolution, ils étaient différents. La famille faisait des choses terribles, des expériences sur les vivants et sur les morts. Ils pensaient pouvoir percer les secrets de la mort elle-même, trouver un moyen de préserver la conscience au-delà de la décomposition du corps. Mathieu sentit un frisson glacial parcourir son échine. Des expériences? Quel genre d'expériences? Je ne connais pas tous les détails. J'ai trouvé des journaux, cachés dans une caisse dans le grenier, des journaux du grand-père d'Armand, datant d'avant la Révolution. Il décrivait des choses horribles, des tentatives de préserver des corps, de les garder dans un état entre la vie et la mort. Il croyait que s'il pouvait empêcher la décomposition, l'esprit resterait attaché au corps. Mais c'est de la folie. Bien sûr que c'est de la folie. Mais c'est une folie qui s'est transmise de génération en génération. Et quand Armand a commencé à montrer les signes de la maladie familiale, quand son esprit a commencé à se fragmenter, il s'est souvenu de ses journaux. Il a développé sa propre obsession, son propre délire. « Les caisses dans la cave », murmura Mathieu, comprenant soudain. Il croit vraiment qu'en gardant les corps de ses ancêtres près de lui, en les préservant, il peut maintenir... Quoi? Leur présence? Leurs esprits? Ils pensent qu'ils préservent la lignée, que tant que les corps sont là, la famille Bélanger continue d'exister, continue d'avoir du pouvoir. C'est pour ça qu'il a refusé d'enterrer Léonie correctement. C'est pour ça qu'il m'a enfermé ici. Dans son esprit dérangé, nous appartenons tous à la maison. Nous sommes tous censés rester ici pour l'éternité, vivants ou morts. Mathieu se laissa glisser contre le mur, submergé par l'horreur de cette révélation. Armand Bélanger n'était pas simplement un homme cruel. C'était un fou obsédé par une idée délirante, héritée de générations de déséquilibre mental, une folie qui l'avait poussé à transformer sa propre famille en une sorte de collection macabre. « Et Édouard et Mathilde ?» demanda-t-il. « Est-ce qu'ils pourraient avoir hérité de la même maladie ?»« Je ne sais pas, » murmura Marguerite. J'ai passé tellement de temps ici dans le noir à y réfléchir. Édouard ressemble tellement à son père. Parfois, je me demande si la folie dort déjà en lui, attendant d'éclore. Mais Mathilde est forte. Elle ressemble à ma mère. Peut-être qu'elle échappera à ce destin. Je vais les sortir d'ici, dit Mathieu avec une détermination farouche. Je vais trouver un moyen. Je vais aller à la police, aux autorités. Vous n'irez nulle part. La voix avait retenti derrière lui, dure et glaciale comme la pierre d'un tombeau. Mathieu se retourna brusquement, levant sa lanterne. Armand Bélangère se tenait au pied de l'escalier, une lampe à la main. Mais ce n'était plus l'homme émacié et tremblant que Mathieu avait rencontré quelques jours auparavant. C'était quelque chose de différent, quelque chose de plus dangereux. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile, et dans sa main libre, il tenait un long couteau de cuisine dont la lame reflétait la lumière de la lanterne. « Je savais que vous reviendriez, » dit Armand, en descendant lentement les dernières marches. « Dès que je vous ai vu parler à mes enfants ce matin, je savais que vous ne pourriez pas résister, comme tous les autres. Tous ces gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui ne comprennent pas que certaines choses doivent rester cachées. Tous les autres, répéta Mathieu, reculant lentement. Il y en a eu d'autres? Un sourire terrible apparut sur le visage d'Armand. Oh oui, vous croyez être le premier à avoir essayé de nous sauver? Il y a eu ce prêtre il y a 5 ans, celui qui insistait pour donner les derniers sacrements à mon père mourant. Il a vu les caisses. Il a posé trop de questions. Il dort maintenant avec les ancêtres,
Mathieu sentit ses jambes se dérober sous lui. Et puis il y a eu cet inspecteur, celui qui enquêtait sur la mort de Léonie. Il était trop zélé, trop déterminé à découvrir la vérité. Lui aussi a rejoint la collection. « Vous êtes fou !» murmura Mathieu. « Fou !» Armand éclata d'un rire qui n'avait rien d'humain. « Non, jeune homme, je suis le seul saint d'esprit dans un monde de fous. Je suis le gardien de la lignée, le protecteur de l'héritage Bellanger. Et vous n'êtes qu'un autre intrus qui doit être éliminé. » Il avança vers Mathieu, brandissant le couteau. Mathieu chercha désespérément une arme, n'importe quoi pour se défendre. Ses doigts se refermèrent sur une vieille planche de bois appuyée contre le mur. « Ne faites pas ça !» dit-il en levant la planche devant lui. « Les gens savent que je suis venu ici. J'ai laissé une lettre. Si je ne reviens pas, personne ne viendra, » coupa Armand. « Personne ne se soucie de ce qui se passe dans cette maison. Nous sommes les Bellanger. Les autorités ne voudront pas d'un scandale. Ils préféreront croire que vous êtes simplement parti, que vous avez abandonné votre poste, comme tant d'autres avant vous. » Et soudain, il bondit. Ce qui suivit fut un chaos de violence et de terreur. Armand se précipita sur Mathieu avec une force surprenante pour un homme dans son état, le couteau décrivant des arcs meurtriers dans l'air confiné de la cave. Mathieu para le premier coup avec la planche, le bois se fendant sous l'impact de la lame. Ils luttèrent, renversant des caisses dans leur combat. L'une d'elles se brisa, son couvercle s'ouvrant, et Mathieu eut une vision d'horreur fugace de ce qu'elle contenait. Des os, des lambeaux de chair momifiés, les restes d'un être humain préservé dans des conditions qu'il n'osait imaginer. Armand le poussa contre le mur, le couteau pointé vers sa gorge. Mathieu pouvait sentir son haleine putride sur son visage, voir la folie brûler dans ses yeux. « Vous rejoindrez la famille » siffla Armand. « Une caisse de plus, un gardien de plus pour veiller sur la lignée. » Mais alors qu'il levait le couteau pour porter le coup fatal, quelque chose se produisit. Un bruit assourdissant retentit, et soudain, Armand s'effondra sur le côté, lâchant le couteau. Derrière lui se tenait Édouard, tenant une lourde barre de fer couverte de sang. « Je ne vous laisserai pas le tuer, » dit le jeune homme, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne vous laisserai plus jamais tuer qui que ce soit. » Armand gémit, tentant de se relever. Mais Édouard frappa de nouveau, et de nouveau. Des années de terreur, de souffrance, de rage réprimée explosèrent en lui comme un barrage qui cède. Il frappa jusqu'à ce que son père cesse de bouger, jusqu'à ce que le corps s'immobilise sur le sol froid et humide de la cave. Puis Édouard laissa tomber la barre de fer et s'effondra à genoux, sanglotant. « Il est mort » murmura-t-il. « Mon Dieu, je l'ai tué. J'ai tué mon propre père. » Mathieu s'approcha de lui, posant une main tremblante sur son épaule. « Vous m'avez sauvé la vie. Il allait me tuer. Mais c'était mon père, » répéta Édouard, comme s'il ne parvenait pas à accepter ce qu'il venait de faire. Malgré tout, c'était encore mon père. Une voix se fit entendre depuis le haut de l'escalier. Mathilde descendait lentement, une chandelle à la main, son visage pâle mais résolu. « Ce n'était plus notre père depuis longtemps, » dit-elle doucement. Ce n'était qu'un monstre portant son visage. Tu as fait ce qui devait être fait, Édouard. Tu nous as tous libérés. Elle s'agenouilla à côté du mur de briques. « Maman, maman, tu es toujours là ?»« Je suis là, ma chérie, » répondit faiblement la voix de Marguerite. « Est-ce fini? Est-ce vraiment fini ?»« C'est fini, » dit Mathilde, les larmes coulant sur ses joues. « Il est parti. Nous allons te sortir de là. » Mais quand ils essayèrent de démonter le mur, ils réalisèrent l'ampleur de la tâche. Les briques étaient solidement scellées, et ils n'avaient que des outils rudimentaires. Il faudrait des heures, peut-être des jours, pour créer une ouverture suffisamment grande pour extraire Marguerite. « Il faut aller chercher de l'aide, » dit Mathieu. « La police, des maçons, des médecins, nous devons agir maintenant. » Édouard le regarda avec une expression de profonde inquiétude. « Et qu'est-ce qu'on leur dira? Comment expliquer tout ça? Les corps dans les caisses, maman emmurée, le père que j'ai tué. Ils nous enfermeront, ils nous mettront en prison ou dans un asile. »« Non, » dit fermement Mathieu, « vous êtes les victimes dans cette histoire. J'en témoignerai, le docteur Fontaine aussi, s'il est encore assez bien pour parler. Nous raconterons tout, et la vérité éclatera au grand jour. »
C'est ce qu'ils firent. Au lever du soleil, Mathieu courut chercher les autorités pendant qu'Édouard et Mathilde restaient avec leur mère, lui parlant doucement à travers le mur, lui assurant que tout irait bientôt bien. Ce qui suivit fut un tourbillon de police, d'enquêteurs, de journalistes. L'histoire de la maison Bélanger devint le scandale du siècle à Tours. Les journaux en firent leurs gros titres pendant des semaines. La maison de l'horreur, le mausolée macabre, la folie des Bélanger. Il fallut 3 jours pour démonter suffisamment le mur pour extraire Marguerite. Quand ils la sortirent enfin, c'était à peine plus qu'un squelette vivant. Ses cheveux devenus complètement blancs, ses yeux ayant perdu toute leur lumière, après plus d'1 an dans l'obscurité totale. Elle fut transportée à l'hôpital, où elle resta pendant des mois, oscillant entre la vie et la mort, son esprit trop brisé pour vraiment comprendre qu'elle était libre. Les caisses furent toutes ouvertes et leur contenu macabre révélé. Outre les restes des ancêtres Bélangère, on découvrit effectivement les corps de 2 hommes récemment décédés. Le père Mathieu, disparu 5 ans auparavant, et l'inspecteur Lebrun, qui avait enquêté sur la mort de Léonie. Armand les avait tués tous les 2 pour protéger ses secrets, les ajoutant à sa collection de morts. Le corps de la petite Léonie fut extrait de sa caisse avec tout le respect dû à une enfant innocente. Elle fut enterrée au cimetière municipal lors de funérailles auxquelles assista la moitié de la ville, venue rendre hommage à cette victime de la folie familiale. L'enquête sur Armand Bélanger révéla l'étendue de sa maladie mentale. Le docteur Fontaine, dans l'un de ses derniers actes avant sa mort, témoigna de l'histoire familiale de troubles psychiatriques. Des experts médicaux examinèrent les journaux découverts dans le grenier, ces documents troublants décrivant les expériences macabres de générations précédentes de Bélangère. Un portrait émergea d'une famille maudite par sa propre obsession, rongée de l'intérieur par une folie transmise de père en fils, aggravée par le secret et l'isolement jusqu'à aboutir à la tragédie ultime. Édouard et Mathilde furent placés sous la protection de Mathieu et de Maître Rousselin, pendant que les procédures légales suivaient leur cours. Il fut rapidement établi qu'Édouard avait agi en légitime défense, protégeant Mathieu d'un homme dangereux. Aucune charge ne fut retenue contre lui. Mais le traumatisme de toutes ces années ne disparut pas du jour au lendemain. Édouard, en particulier, fut hanté par ce qu'il avait fait, même s'il savait rationnellement que c'était nécessaire. Il développa une profonde mélancolie dont il ne se remit jamais complètement. Mathilde, plus forte, plus résiliente, parvint lentement à se reconstruire. Avec l'aide de médecins et le soutien de Mathieu, qui s'était pris d'une affection fraternelle pour les 2 jeunes gens, elle commença à envisager un avenir au-delà de l'horreur qu'elle avait vécue. La maison Bélangère fut vendue pour payer les dettes de la famille. Le nouveau propriétaire la fit complètement démolir, ne laissant qu'un terrain vague où autrefois se dressait le monument de la folie familiale. Certains disaient que même le sol lui-même semblait maudit, que rien ne voulait pousser à cet endroit, comme si la terre elle-même se souvenait des horreurs qu'elle avait abritées. Marguerite Bélanger ne quitta jamais l'hôpital. Elle vécut encore 3 ans dans une sorte de brouillard mental, ne reconnaissant que rarement ses enfants quand ils lui rendirent visite. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en 1862, délivrée enfin du cauchemar qui avait été sa vie. Édouard partit pour Paris peu après la mort de sa mère. Il trouva un emploi modeste dans une librairie et vécut une vie discrète, évitant les contacts sociaux, préférant la solitude et la compagnie des livres à celle des humains. Il écrivit occasionnellement à Mathieu, des lettres courtes mais touchantes, dans lesquelles il exprimait sa gratitude pour tout ce qu'il avait fait. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant, craignant peut-être de transmettre le poison qui coulait dans le sang des Bélanger. Mathilde resta à Tours, sous la tutelle bienveillante de Maître Rousselin. Elle apprit la comptabilité et devint secrétaire dans l'étude notariale. Avec le temps, ses cauchemars s'espacèrent, même s'ils ne disparurent jamais complètement. Elle finit par épouser un professeur de musique, un homme doux et patient, qui accepta son passé sans jugement. Ils eurent 2 enfants, et Mathilde s'efforça de leur donner l'enfance heureuse qu'elle n'avait jamais eue. Quant à Mathieu, l'affaire Bélanger changea le cours de sa vie.
Il ne retourna jamais à Paris, abandonnant son ambition de devenir un grand juriste de la capitale. À la place, il resta à Tours, devenant l'associé de Maître Rousselin. Il se spécialisa dans la défense des faibles et des opprimés, utilisant la loi pour protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Il ne se maria jamais non plus, bien qu'il développât une profonde affection pour Mathilde, qu'il considérait comme une sœur. Certains disaient qu'il était hanté par ce qu'il avait vu dans la cave cette nuit-là, que les visions de ses caisses et de leur contenu macabre le poursuivaient dans ses rêves. Mais il ne parlait jamais de cela. Il continuait simplement son travail, jour après jour, aidant ceux qui en avaient besoin, s'assurant que plus jamais, du moins dans sa juridiction, la cruauté et la folie ne puissent prospérer cachées derrière les murs d'une maison respectable. Les années passèrent. L'histoire de la maison Bélanger devint une légende locale, un conte effrayant qu'on racontait aux enfants pour les faire obéir. Les détails s'estompèrent, se déformèrent, jusqu'à ce que personne ne se souvienne vraiment de ce qui s'était passé. Seulement qu'il y avait eu une famille, autrefois une famille maudite qui avait sombré dans la folie et la violence. Le terrain vague où s'était dressée la maison resta abandonné pendant des décennies. Personne ne voulait y construire quoi que ce soit. Et par les nuits d'hiver, quand la brume montait de la Loire et enveloppait la ville, les habitants du quartier Saint-Symphorien juraient encore entendre parfois des sons étranges provenant de cet endroit, des gémissements, des pleurs, des bruits de chaînes qui traînent sur la pierre. Mais c'était probablement juste le vent et l'imagination de gens qui connaissaient l'histoire, ou peut-être pas. Peut-être que certaines horreurs laissent une empreinte si profonde qu'elles ne s'effacent jamais vraiment. Peut-être que les lieux où des actes terribles ont été commis gardent une mémoire de cette terreur imprégnée dans la terre elle-même. La maison Bélanger n'existait plus, mais son souvenir perdurait, un avertissement sombre de ce qui peut arriver quand la folie, le secret et l'orgueil familial se combinent en un mélange toxique. Un avertissement que personne ne devrait oublier. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Tours, 1885. Mathieu Garnier, maintenant âgé de 48 ans, se tenait devant la tombe de Léonie Bélanger. C'était le 26e anniversaire de sa mort, et comme chaque année depuis qu'elle avait été correctement enterrée, il venait déposer des fleurs sur sa pierre tombale. La tombe était simple, mais soignée, avec juste son nom et ses dates de vie gravées dans le marbre. Léonie Bélanger, 1846-1857, 11 ans. Une vie à peine commencée, brutalement interrompue par la folie de son propre père. Mathieu déposa le bouquet de roses blanches qu'il avait apporté et resta là un moment, les yeux fermés, se souvenant de cette nuit dans la cave, des caisses, du corps d'Armand gisant sur le sol froid, de la voix de Marguerite appelant depuis sa prison de briques, se souvenant aussi des années qui avaient suivi, du lent processus de guérison pour Édouard et Mathilde, de la satisfaction qu'il avait ressentie en voyant Mathilde se marier, avoir des enfants, construire une vie normale loin de l'ombre de sa famille maudite. Il entendit des pas derrière lui et se retourna. Mathilde était là, accompagnée de ses 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans. Elle était maintenant une femme de 42 ans, les cheveux légèrement grisonnants, mais son visage avait retrouvé une douceur, une sérénité que personne n'aurait cru possible 26 ans auparavant. « Mathieu, dit-elle doucement, je savais que je te trouverais ici. Je viens toujours, répondit-il avec un petit sourire. C'est important de se souvenir. Maman, qui est-ce? Demanda la petite fille en regardant la tombe. Mathilde s'agenouilla à côté de sa fille, posant une main sur son épaule. C'était ma petite sœur, ma chérie. Elle est morte quand j'avais ton âge. Mais nous venons ici pour nous souvenir d'elle, pour nous assurer qu'elle n'est pas oubliée. Elle était gentille? Demanda l'enfant avec cette franchise brutale, propre aux jeunes. Mathilde sourit tristement. Elle était très gentille et très courageuse.
plus courageuse que n'importe qui d'autre que j'ai connu. Elle se redressa et regarda Mathieu. Édouard m'a écrit, il vient de moins en moins bien. Les médecins disent qu'il a peut-être 1 an, peut-être moins. Mathieu hocha gravement la tête. Il n'était pas surpris. Édouard n'avait jamais vraiment guéri de ce qui s'était passé cette nuit-là. Le poids de ce qu'il avait fait, même en légitime défense, l'avait rongé de l'intérieur pendant toutes ces années. Il veut être enterré ici, à Tours, près de Léonie, continua Mathilde. Il dit qu'il veut être avec sa famille, sa vraie famille, pas avec notre père. Je m'en occuperai, promit Mathieu, quand le moment viendra. Ils restèrent là encore quelques minutes, dans le silence paisible du cimetière. Puis Mathilde prit ses enfants par la main et se prépara à partir. « Merci, Mathieu, dit-elle simplement, pour tout, pour nous avoir sauvés, pour être resté avec nous toutes ces années. Sans toi, nous serions morts dans cette maison. »« Tu n'as pas à me remercier, répondit-il. J'ai simplement fait ce qui était juste. Peut-être, mais peu de gens ont ton courage. Peu de gens auraient risqué leur vie pour des étrangers. » Elle l'embrassa sur la joue et partit avec ses enfants, les laissant rire et jouer parmi les tombes, innocents et libres, d'une manière qu'elle-même n'avait jamais pu être dans son enfance. Mathieu les regarda s'éloigner, puis reporta son attention sur la tombe de Léonie. « Elle va bien, murmura-t-il, parlant à la pierre froide comme s'il parlait à l'enfant qu'elle représentait. Ta sœur va bien. Elle a construit une belle vie. Elle est heureuse. Tu peux te reposer maintenant. » Le vent souffla doucement à travers les arbres du cimetière, agitant les feuilles avec un murmure qui ressemblait presque à une voix, presque à un soupir de soulagement. Mathieu se retourna et quitta le cimetière, marchant lentement dans les rues de Tours qu'il connaissait si bien maintenant. La ville avait changé au fil des années, modernisé, agrandi. Le quartier Saint-Symphorien lui-même s'était transformé, de nouvelles maisons remplaçant les anciennes. Le terrain où s'était dressée la maison Bélanger était maintenant un petit parc, avec des bancs et des arbres soigneusement entretenus. Personne ne se souvenait plus qu'il avait autrefois été le site d'horreurs indescriptibles. Et c'était peut-être mieux ainsi. Les morts devaient être enterrés, les secrets devaient être révélés, la justice devait être rendue. Mais ensuite, il fallait laisser le passé reposer et permettre aux vivants de continuer. C'était la leçon que Mathieu avait apprise de l'affaire Bélanger. Non pas que le mal n'existe pas, ou qu'il ne laisse pas de cicatrices durables, mais que même après les pires horreurs, la vie pouvait continuer. La guérison était possible, la rédemption était à portée de main. Il rentra chez lui alors que le soir tombait sur Tours, portant avec lui les souvenirs de cette terrible nuit d'hiver 26 ans auparavant. Des souvenirs qui ne le quitteraient jamais, mais qui ne le définissaient plus. La maison Bélangère était partie. Ses habitants étaient morts ou reconstruits. Ses secrets avaient été révélés. Et la ville de Tours, avec ses rues pavées et ses églises anciennes, continuait à vivre, à respirer, à être. Indifférente aux tragédies individuelles qui se jouaient dans ses murs, témoin silencieux de toutes les joies et toutes les horreurs de l'humanité. Certaines maisons gardent des secrets, certaines familles portent des malédictions, mais à la fin, nous sommes tous simplement humains, capables du pire comme du meilleur, brisés et guéris, perdus et retrouvés. L'histoire de la famille Bélanger était terminée, mais leur vie, transformés à jamais par cette histoire, continuait. Et quelque part, dans un cimetière tranquille de Tours, une petite fille de 11 ans reposait enfin en paix, sachant que sa sœur était libre, que son sacrifice n'avait pas été vain, que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière finit toujours par percer. C'était assez, c'était tout ce qu'on pouvait espérer. Et c'était bien plus que ce que la famille Bélanger avait jamais connu de son vivant.